Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue pour cette session qui est consacrée aux résultats de l'étude d'incidence sur l'environnement dans le cadre du projet CIPLI Pâturage qui vous sera présenté ce soir. Avant même de commencer, je vais peut-être donner un petit mot d'explication sur la raison pour laquelle cette session est organisée et principalement préciser que cette session ne tombe pas dans le cadre légal que le projet CIPLI Pâturage doit suivre et que l'organisation, la tenue de cette session se fait vraiment sur base volontaire de la part d'Elia d'offrir aux riverains concernés par le projet CIPLI Pâturage une communication transparente lors des différentes phases d'avancement du projet en question. La session se déroule aussi sous un format un peu moins habituel, donc en virtuel, en digital, parce que comme vous le savez, la pandémie du coronavirus ne nous permet pas de nous rencontrer de visu. Donc, afin de vous informer sur les résultats de l'étude d'incidence sur l'environnement, nous avons opté pour ce mode digital afin de quand même pouvoir vous fournir les informations nécessaires dans le cadre du projet CIPLI Pâturage. Notez que vos micros et vos caméras sont coupés durant toute la durée de la session et que vous avez la possibilité d'interagir avec nous au moment de la session questions-réponses qui est prévue à la fin de la session, de la présentation ici, au moyen d'un chat box dans lequel donc vous devriez recevoir actuellement des petits messages vous l'annonçant, vous le montrant. J'espère que c'est bien le cas. Donc, les questions, si vous y avez des questions sur le projet, vous pouvez les poser continuellement à partir de maintenant dans le chat box. Nous apporterons des réponses à vos questions en fin de présentation. Notez aussi que les questions d'ordre beaucoup plus individuel et des questions particulières seront abordées de façon aussi individuelle et particulière et donc pas durant cette session-ci. Donc, il vous sera proposé soit de reprendre contact avec nous via le numéro de téléphone 0800 qui est un numéro de téléphone gratuit ou la boîte mail riverain@elia.be ou alors c'est Elia qui entrera en contact avec vous si vous le désirez. Voilà en ce qui concerne les modalités de cette session. Je me permets aussi de vous annoncer l'agenda. Donc, qu'est-ce qui est prévu à l'agenda de cette session. Nous allons faire un bref rappel de qui est Elia. Je me doute qu'il y a nombre d'entre vous savent déjà qui est Elia et quel est le rôle que Elia remplit dans le paysage énergétique en Belgique de manière générale. Mais afin d'avoir une explication complète de cette présentation, il y a aussi une petite présentation de Elia qui sera faite en début de session. On rappellera également le projet CIPLI Pâturage et pourquoi il est si important et pourquoi on en a besoin. Mes collègues s'attarderont aussi sur le volet de la procédure légale qui est suivie dans le cadre du projet CIPLI Pâturage. La question du tracé sera également abordée dans le détail, puisque nous savons que c'est toujours une partie qui intéresse très fortement les riverains. Et nous attarderons aussi sur les aspects travaux. Donc nous verrons comment Elia pose ces liaisons souterraines de façon très générale. Nous parcourrons aussi le planning du projet, donc quelles sont encore les étapes à venir dans le cadre de ce projet. Nous enchaînerons avec une présentation des résultats de l'étude d'incidence sur l'environnement qui nous sera présentée par le bureau SGS Belgium, qui est également présent avec nous aujourd'hui. À la fin donc, de la présentation, nous consacrerons du temps aux questions que vous aurez entre-temps posées je terminerai par le volet communication. Qui est Elia? Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent déjà pas mal Elia, mais afin de quand même vous rappeler dans le paysage énergétique et de situer Elia au sein de tous les acteurs du paysage énergétique en Belgique, Elia se trouve donc au centre du système électrique en Belgique qui se situe entre les acteurs en charge de la production d'électricité et ceux en charge de la
consommation et de la distribution. C'est-à-dire que Elia veille à transporter l'énergie des points de production vers les points de consommation. Les points de consommation sont principalement les réseaux de distribution qui permettront par la suite d'acheminer l'électricité jusque chez vous, chez les riverains, et de l'autre côté, les grands clients industriels. Elia est une entreprise privée, mais nous avons une mission d'utilité publique à remplir parce que nous devons contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité de la Belgique 24 heures sur 24. Nous devons également veiller à ce que l'équilibre sur le réseau entre l'électricité qui est produite et l'électricité qui est consommée soit toujours égal. Et nous devons aussi veiller à disposer d'infrastructures fiables qui nous permettent de transporter cette électricité d'un point A à un point B. Ce point est d'autant plus important que nous sommes dans une phase de transition énergétique déjà bien amorcée, et donc le fait de disposer des infrastructures fiables nous permettra également de faire avancer cette transition énergétique. Donc, comme je l'ai précisé, Elia est une entreprise privée, mais avec une mission d'utilité publique, et Elia agit aussi selon des lois qui ont été établies lors de la libéralisation du marché d'électricité. Donc, les rôles et responsabilités de Elia sont clairement définis par la législation. De plus, il y a tout un cadre régulatoire qui veille à ce que Elia applique et respecte ces lois. À titre d'exemple, Elia n'a pas le droit de produire l'électricité afin de garder son rôle neutre dans le paysage énergétique en Belgique. Voilà, je pense que ça résume assez bien qui est Elia par rapport au projet Cipli Pâturage. Alors, au sein d'Elia, nous avons donc une équipe qui est dédiée au projet Cipli Pâturage, qui travaille et que je vous présente sur ce slide-ci, mais qui sont également présents avec moi aujourd'hui. Je vous rassure, à distance de sécurité. Donc, j'ai à mes côtés Christian Keremans, qui est Community Relations Officer, qui est en charge d'obtention des permis et de tout le volet législatif, de respect de la loi dans le cadre du projet Cipli Pâturage. J'ai également à mes côtés Samy Lefebvre, qui est l'ingénieur du projet. Donc lui, il suit le projet depuis le début et il sera fortement impliqué dans la phase chantier du projet. Il y a évidemment moi qui suis en charge de la communication du projet Cipli Pâturage. En dehors de l'équipe Elia, je tenais quand même à vous présenter également Madame Delphine Coulon, qui fait partie du bureau d'études SGS Belgium et qui a effectué l'étude d'incidence sur l'environnement dans le cadre du projet Cipli Pâturage. Sans vouloir trop retarder le timing de la réunion, je propose que mon collègue Christian Keremans reprenne la main pour faire un rappel du projet et d'expliquer les besoins auxquels il répond. Ben voilà, donc bonsoir à tous. Donc je suis heureux de pouvoir vous présenter une nouvelle fois ce projet. Donc effectivement, nous sommes ici dans le cadre de cette soirée d'information sur les résultats. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur des choses peut-être qui ont déjà été dites lors de la réunion d'information que nous avons tenue au mois de septembre 2020. Simplement le rappel du pourquoi du projet. Initialement, nous avions deux postes haute tension, le poste de Cipli et le poste de pâturage, qui étaient alimentés par une ligne aérienne, donc c'est la ligne jaune que vous voyez sur la diapositive. C'était une ligne donc 70 000 volts qui était âgée de 1932 et qui faisait grosso modo 8 km. Donc elle a été
à la suite d'une usure, après avoir vécu pratiquement 80 ou 90 ans, elle a été donc démontée dans les années 2018-2019, donc il y a de cela maintenant 2-3 ans. Alors, les besoins, le rappel des besoins, si nous faisons des travaux là, c'est, comme l'a rappelé ma collègue Catherine, c'est d'abord parce qu'ils sont nécessaires. Et ils sont nécessaires pourquoi? Pour garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité de la région. Donc nous sommes vraiment sur un projet qui vise à renforcer le réseau dans la région. Nous allons voir tout à l'heure les postes qui dépendent de cette région, j'allais dire, électrique. Et donc, la première chose, c'est la sécurité d'approvisionnement, 24 heures sur 24. Si vous disposez aujourd'hui de l'électricité, c'est bien évidemment par le réseau de distribution, mais celui-là est également soutenu par la puissance qui lui est donnée au niveau du réseau de transport et transport local. Deuxième chose, garantir la fiabilité du réseau électrique grâce à son maillage et à sa cohérence. Le maillage, c'est une caractéristique du réseau d'Elia. C'est considérant que chaque point de notre réseau, chaque poste est alimenté au minimum par 2 liaisons, soit une liaison câble, soit une liaison aérienne. Mais c'est le principe que si une de ces liaisons vient à avoir un problème, l'autre peut reprendre la charge et assurer qu'il n'y ait pas de coupure. À cet égard, c'est remarquable la performance du réseau qui donc est à 99,7% fiable. Ça veut dire que le nombre de pannes sur le réseau dû à un défaut sur le réseau Elia est très peu visible, en tout cas pour le consommateur. Troisième chose, répondre aux besoins d'électrification croissante qui vont s'annoncer et qui s'annoncent déjà. On parle de panneaux photovoltaïques d'une part, qui, eux, injectent sur le réseau. Vous avez chacun un panneau photovoltaïque sur votre toit. Eh bien, à un certain moment, ça transite par le réseau de distribution, et puis le réseau de distribution réinjecte toute cette puissance sur le réseau de transport. L'électrification croissante, c'est également tout du côté de la consommation qui s'annonce avec des voitures électriques, avec de plus en plus d'intelligence artificielle qui a besoin d'énormément d'énergie. Donc, tout ce paysage électrique sera changé de façon très conséquente dans les années à venir. Il y a également une autre chose, ce sont les énergies renouvelables. L'Europe a pris un tournant et des décisions majeures pour 2030 en fixant des objectifs très ambitieux qui sont 40-50% et à l'horizon 2050, on parle de 100% d'énergie renouvelable. Ça veut dire que toute l'architecture du réseau basée sur des quelques points centraux tels qu'on les avait avec les centrales nucléaires va disparaître au profit de centrales et de points d'injection dans le réseau beaucoup plus petits et qui peuvent être juste à côté, chez votre voisin, chez vous-même, mais aussi les panneaux photovoltaïques qui seront donc mis sur le toit d'une industrie juste à côté ou dans le centre de vos villages. Donc pour toute cette raison-là, on passe d'un réseau et d'une liaison qui était 70 000 volts vers une liaison souterraine 150 000 volts pour relier les postes de 6 pieds pâturage. Et c'est maintenant ce que nous allons voir dans le schéma suivant. Vous voyez donc la structure du schéma électrique dans votre région. Donc on parle aujourd'hui de la liaison et du projet de liaison câblée 150 kV entre 6 plis et pâturage. Vous remarquez sur la droite de l'écran que les postes de 6 plis est déjà connecté en 150 kV au poste d'Armigny et de Ville-sur-Aisne.
Il se fait qu'à ces endroits-là, ce sont des liaisons qui étaient déjà existantes et des liaisons aériennes. Aujourd'hui, on veut prolonger et étendre ce réseau 150 kV vers pâturage, cette fois en liaison souterraine, et plus tard, il y aura probablement donc un projet entre pâturage et Beaudour lorsque les besoins se seront fait sentir. Alors, je vous disais que ce projet est important pour votre région. Les communes qui dépendent aujourd'hui des postes de pâturage et de CIPLI sont toutes ces communes, 17 localités au niveau de pâturage, 24 localités au niveau de CIPLI. Certaines communes, vous allez les retrouver aussi bien au niveau de dans la liste des postes alimentés par le poste de pâturage. Je pense à Frameries, par exemple, qui est alimenté à la fois par le poste de pâturage et d'autre part, vous le retrouvez également dans les localités qui dépendent de l'alimentation du poste de CIPLI. C'est là donc l'exemple du maillage de notre réseau qui fait que certaines parties de communes sont alimentées via un poste, d'autres par un autre poste. Merci Christian pour ces explications sur le rappel du projet et les besoins auxquels il répond. Est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer en quelques mots la procédure légale qui est suivie dans le cadre de ce projet depuis le début ? Donc très certainement. Donc voici aujourd'hui, donc on est dans une soirée d'information un peu comme l'a dit ma collègue Catherine, en dehors, j'allais dire, du pur cadre légal. Nous sommes quelque part entre la fin de l'étude d'incidence et la finalisation du dossier de demande de permis d'urbanisme. Donc nous sommes ici au centre du schéma qui est présenté. Donc nous avions eu préalablement la réunion d'information préalable. Il y a eu des alternatives, des propositions qui ont été déposées par vous-même, par les autorités également. Elles ont été analysées dans le cadre de l'étude d'incidence en environnement par le bureau SGS. Et maintenant, avec cette étude, nous venons vous la présenter ce soir, les résultats. Et munis de cette étude, plus le permis d'urbanisme, eh bien, nous allons donc introduire à ce moment-là l'étape du dépôt de la demande de permis, avec l'espoir d'avoir donc une décision de l'autorité compétente en fin d'année. Bien évidemment, il y aura encore la période d'enquête publique qui va courir. Cette enquête publique courra pendant 30 jours. Et donc, aujourd'hui, la soirée est faite pour vous informer des résultats de l'étude et aussi donc de vous donner tous les éléments qui vous permettent de comprendre, j'allais dire, le projet avant de réagir éventuellement dans le cadre de l'enquête publique. Rappelons-le aussi, Christian, que pendant l'enquête publique, les riverains ont aussi la possibilité de consulter l'entièreté de l'étude dont on présente les résultats aujourd'hui. Effectivement, donc cette demande comportera le dossier de permis d'urbanisme proprement dit, donc la demande, mais également toute l'étude donc faite par SGS, ainsi que ce qu'on appelle un résumé non technique, donc qui est, j'allais dire, un résumé de la grosse étude très fouillée établie par SGS. Merci d'avoir rappelé ceci. Je parlais avec mon masque, je ne suis pas sûre que vous m'ayez tous bien entendu. Merci beaucoup, Christian, de l'avoir rappelé. Je propose maintenant qu'on s'attarde sur le tracé et les travaux du projet. Voilà la situation future vers laquelle on va évoluer. Si tu peux nous en dire un mot, Christian, et puis ensuite nous expliquer le tracé en détail qu'on suivra. Voilà, donc nous avons ici l'occasion justement d'avoir une vue donc aérienne du tracé, donc entre le poste de CIPLI et le poste de pâturage. Nous allons voir juste après une vidéo qui vous permettra de suivre dans les rues, mais un peu en hauteur, le tracé du câble.
et qui vous permettra de voir donc ce câble tout au long de ces 14 km à peu près, donc 13,9 km, dans chacune des 4 communes traversées. Voilà, donc je propose donc maintenant que nous puissions regarder cette vidéo. Oui. Le problème, vous devez regarder sur cet écran-là, je pense. D'accord, ok. Et on n'est jamais à l'abri d'un petit bug technique, donc veuillez nous en excuser. On est en train de le régler en live. D'accord. Ok, mais ça passe. D'accord. Voilà, si on peut lancer la visualisation. On ne voit pas là, mais... Ah oui, il est lancé? D'accord, donc, très bien. Voilà, donc au départ, le point de départ, c'est le poste de Ciply, donc qui se trouve donc sur la commune de Mons, poste de Ciply, donc qui est avec le passage et le point de départ du câble en direction du poste de pâturage. Ce câble donc va emprunter la rue de Guaspen, va remonter cette rue de Guaspen. Là, on peut déjà dire que les habitants seront directement épargnés par les travaux parce que déjà dans cette rue, profitant du fait que des câbles de distribution ont été posés à l'époque, nous avons fait une coordination permettant de mettre des gaines d'attente dans cette rue, de sorte que cette rue ne sera pas ouverte lors donc du passage. Il n'y aura plus que les câbles donc à tirer à l'intérieur des gaines. Ensuite, on remonte donc la rue Guaspen et on passe en dessous du ring 5 par la rue de Brunehaut, donc en dessous, pour immédiatement après le ring 5 tourner vers la gauche et emprunter déjà donc les premiers chemins de champs en direction, donc en prenant toujours la rue de Guaspen, en direction donc de Bougny. Alors donc là, on arrive à la rue d'Asquilly. On traverse la nationale 546. Donc là, ce sera un passage sous la chaussée avec des gaines d'attente. Et puis, on arrive donc à l'entrée de l'entité de Bougny. Là, on peut s'arrêter un instant. Donc, on voit l'entité de Bougny. Donc, on se propose donc de passer par la rue Notre-Dame de Lorette. On voit qu'il y a donc quelques habitations. Elles sont au nombre de 7 habitations. Et on voit également sur la partie gauche, derrière le grand bâtiment rectangulaire, on voit donc l'école de Bougny, donc l'école communale de Bougny. Donc cette école, je pense, je m'arrête un instant parce qu'elle avait suscité quelques réactions lors de la réunion d'information préalable, et donc on a demandé donc au bureau de regarder quelles sont les distances d'éloignement par rapport à au câble de la liaison qui passe dans la rue Notre-Dame-le-Lorette. Donc on est à 70 mètres par rapport à cette route. Ensuite, donc, on passe les maisons et l'entité de Bougny et on rejoint en direction la rue, le tracé en direction de Sarre-la-Bruyère déjà, au travers pratiquement donc des champs. Il y a donc encore une route à traverser. Voilà. Et le chemin de fer, voilà, donc qui se trouve à cet endroit-là. Donc on remarque qu'on est vraiment dans des chemins de champs et on aboutit après donc l'entité de Bougny à la rue de la Ronce. Là également, il y avait une alternative qui avait été proposée lors de la réunion d'information préalable. On continue dans la rue
qui est la chaussée de Brunehaut, donc c'est une nationale également, qui mène alors en direction de Sarre-la-Bruyère, avec le chemin qui va de Sarre à Genlis. On aperçoit sur la droite le château de Sarre-la-Bruyère. Voilà. On reste bien évidemment sur le côté et on n'empiète pas dans la propriété du château. Et au sortir de ce sentier, on traverse la rue de Le Hay. Et c'est là que commence le contournement de Sarre-la-Bruyère. Donc ça, c'est un élément, je vais dire, qui a été nouveau par rapport au tracé proposé en 2015. Donc on s'est rendu compte qu'au niveau de Sarre-la-Bruyère, il y avait donc pas mal d'impétrants dans la rue qui passait principalement, donc la rue que l'on devait emprunter. Dans le village de Sarre-la-Bruyère. Et c'est la raison pour laquelle les difficultés techniques ainsi que voilà, les demandes nous ont permis à ce moment-là de développer cette alternative de contournement parce que donc techniquement il devenait donc impossible de mettre le câble dans cette rue en respectant donc les distances de sécurité par rapport donc aux maisons. Ensuite, on passe le sentier de la Motte, puis on arrive sur la rue de Dour, en direction donc du bois de Colfontaine, bois de Frameries Colfontaine. Et donc là, on a le point de départ, c'est donc le pavillon des chasseurs. Le pavillon des chasseurs qui est donc un monument historique classé. On emprunte dans le bois l'allée centrale jusqu'au Rond-le-Grand. Et donc ça, c'est le deuxième point, je veux dire, de divergence par rapport au tracé de 2015. C'est-à-dire que c'est l'alternative qui permet de passer par le bois de Colfontaine. Ensuite, on sort du bois de Colfontaine par la rue du Bois-l'Évêque. On longe le bois, la rue du Bois-l'Évêque. On sort de cette rue et on fait une partie dans une prairie, dans deux prairies qui se trouvent à côté de l'entreprise donc Jonker. Ensuite, on passe le câble en perpendiculaire entre, j'allais dire, dans une parcelle de terrain qui reste libre entre deux maisons. On passe la rue donc Arthur Descamps et puis on rejoint un sentier qui est un sentier donc communal à l'écart de toute habitation et on arrive à la rue du Grand Passage qu'on traverse et le câble finalement arrive vers l'arrière du poste de Ciply, dont on voit ici de pâturage, pardon, dont on voit ici les installations. Alors peut-être également dire que le poste de pâturage en tant que tel également sera rénové aussi pour permettre le passage de 70 kV à 150 kV du fait du nouveau câble qui va arriver. Voilà. Merci beaucoup Christian pour ces explications très détaillées sur le tracé qu'on le voit, tu maîtrises très très bien. On sait que le tracé est une question qui
qui préoccupe beaucoup les riverains. Donc je pense que déjà, par les explications que tu viens de donner, il y a déjà une partie des questions qui auront trouvé leur réponse. Il y a aussi une partie qui a tendance à souvent inquiéter les riverains, c'est la phase des travaux. Et alors ici, c'est d'autant plus impactant qu'on est dans le cadre d'un projet souterrain sur un tracé qui s'étend quand même sur une distance de près de 14 km, alors qu'on partait d'une liaison aérienne de 8 km. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots les grandes étapes qu'on va donc avoir sur le chantier de Ciply-Pâturage dès que la phase travaux commencera? Donc effectivement, donc on peut résumer les travaux donc du chantier qui va quand même durer sur cette distance-là donc à peu près 18 mois. Donc en trois grandes phases. D'abord, il y a le creusement et la réalisation de la tranchée proprement dite. Là, on vient avec, j'allais dire, des grosses grues et des gros camions. On a besoin d'une largeur de chantier pour le travail entre 3 à 6 mètres, mais on sera plutôt à 6 mètres. Et donc, à ce moment-là, on creuse la tranchée à 1,40 m normalement. Donc ça, c'est dans le cas normal. Dans le cas où on fait quelques contournements dans des champs ou dans des prairies, on pose le câble plus bas avec une surprofondeur et on est à environ 1,70 m sous donc le niveau du sol. La largeur de la tranchée, c'est 70 cm dans le fond de tranchée à 1 mètre donc au niveau du sol. Et donc, après ça vient la phase du tirage du câble. Donc là, vous voyez les machines donc au centre de la dia, qui vous montre donc les machines qui tirent les câbles. Donc il faut s'imaginer que ce sont donc des bobines qui pèsent un certain poids, qui arrivent et qui doivent être déroulées. Donc il faut une tireuse freineuse pour tirer le câble. Et puis après, sur la droite, vous voyez le câble qui est posé, qui a été posé dans sa tranchée et qu'on a déjà donc recouvert avec des plaques permettant d'identifier la présence du câble. Donc ceci, c'est une question de sécurité pour la suite. Il y a d'autres usagers éventuels de la route par la suite, bien que tout ça soit aujourd'hui complètement cadastré par le système donc de coordination des chantiers, mais donc on fait par précaution, on met donc des plaques qui permettent de dire ne descendez pas plus bas que cette plaque, parce que là vous allez rencontrer les câbles donc d'Elia. Voilà, donc vous l'avez dit, bien évidemment, on ne va pas ouvrir une tranchée sur les 14 km. On va faire ça par tronçon et ce seront des tronçons, généralement, le câble il est entre 650 à 1000 mètres, donc ce sera à peu près 1000 mètres à chaque fois ici dans ce cas-ci. Et on ouvre généralement deux tronçons à la fois, mais pas plus. Donc il va y avoir des phasages et on commencera par phase. Très bien, donc on ne va pas effectuer le chantier sur les 14 km du tracé qu'on vient de présenter. Je voudrais aussi compléter l'explication de mon collègue Christian pour vous informer que, évidemment, les riverains seront prévenus de la phase chantier qui va commencer par courrier qui leur sera distribué dans leur boîte aux lettres et que, évidemment, avant d'entamer la phase chantier, il y a une coordination en effet qui se fait avec d'autres impétrants et aussi en collaboration avec les autorités locales pour obtenir les autorisations nécessaires afin de passer à la phase donc de chantier de travaux. Christian, je reviens encore une fois vers toi. Je te sollicite beaucoup, mais voilà, tu maîtrises très bien le sujet. Est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu plus sur le planning qui est prévu aujourd'hui dans le cadre de ce projet, donc dans le cadre du projet Ciply-Pâturage?
Donc le planning, donc aujourd'hui on est là pour vous montrer les résultats de l'étude d'incidence en environnement. Ensuite, avec cette étude et le résumé non technique, on va le joindre à la demande de permis d'urbanisme. Le dépôt aura lieu auprès des instances donc du SPF, donc service public Wallonie, pardon, SPW, à Mons, donc c'est le fonctionnaire délégué qui sera compétent pour et l'autorité compétente. Et donc par la suite, lui enverra le dossier dans chacune des 4 communes et il reviendra alors à chacune des communes de lancer l'enquête publique dans le délai qui est le délai donc prescrit par le fonctionnaire délégué. Mais donc de toute façon, l'enquête publique, elle se déroulera pendant donc une période de 30 jours et elle est suspendue pendant entre le 15 juillet et le 15 août. Donc là, vous avez l'assurance que de toute façon, au moins une partie, je veux dire, de l'enquête peut se passer soit avant le 15 juillet, mais ce sera interrompu entre le 15 juillet et le 15 août. Si jamais il fallait reprendre par après l'enquête, elle est prolongée après le 15 août de la période qui n'a pas été écoulée. Ensuite, après cela, il y a évidemment une consultation par l'SPW des autorités régionales sur la demande de permis. Et puis, il y a une décision qui intervient quelque part en décembre, janvier 2022, avec une programmation des travaux qui, pour l'instant, est prévue dans le 3e quadrimestre probablement de 2022, quelque part au mois de septembre, donc 2022 probablement. Voilà. Un grand merci, Christian. On va maintenant passer à la partie de la présentation qui vous intéresse certainement très fortement, la présentation des résultats de l'étude d'incidence sur l'environnement. Je vais pour ceci, si vous le permettez, switcher vers la présentation du bureau d'études, voilà, et je laisserai la parole à Madame Delphine Coulon. Je vous en prie. Merci. Bonsoir, donc mon nom est Delphine Coulon, comme cela vient d'être dit. Je fais partie du bureau d'études SGS qui a donc réalisé l'étude dont je vais vous présenter les résultats, ou en tout cas une synthèse des résultats, l'étude pouvant être consultée lors de l'enquête publique comme on l'a déjà évoqué. Mais voilà, on va prendre les points principaux issus de cette étude ce soir. Donc mon exposé va se dérouler comme suit. Je vais tout d'abord vous présenter SGS en quelques mots. Ensuite, bien entendu, les incidences identifiées dans le cadre de l'étude pour le tracé en projet et les alternatives qui avaient été proposées par vos soins, tant en 2020 que précédemment, puisque le projet a un certain historique qui a amené d'autres propositions d'alternatives par le passé. Et je conclurai par les recommandations qui ont été émises suite à cette étude et la conclusion finale, bien entendu. Alors, SGS Belgium, ayant réalisé l'étude, fait partie du groupe SGS qui représente plus de 89 000 employés dans le monde, répartis dans plus de 2600 bureaux et laboratoires à travers le monde. SGS Belgium est un organisme indépendant faisant partie à 100% du groupe SGS. C'est un bureau d'études agréé dans les 3 régions pour la réalisation d'études d'incidence sur l'environnement. C'est une société spécialisée en inspection, vérification, certification, regroupant un grand nombre d'experts multidisciplinaires, scientifiques, techniques et autres. Donc, on peut répondre à de nombreuses demandes et fournir de nombreux services, dont la réalisation d'études d'incidence sur l'environnement, mais également des études de bruit, de vibrations, des études de sol, sous-sol, eau souterraine, en termes de pollution, mais aussi des essais géotechniques et de nombreux autres services que je n'ai pas listés ici. Et je n'ai même pas listé et cité tout ce que j'ai listé ici.
Alors, pour rappel, l'étude d'incidence sur l'environnement a les objectifs suivants. C'est avant tout d'évaluer les impacts d'un projet sur l'environnement, la santé, le cadre de vie des riverains, tant en phase de chantier qu'en phase d'exploitation. C'est également un outil pour proposer des mesures de réduction et de compensation des impacts négatifs identifiés au cours de l'étude, mesures et recommandations que je présenterai donc à la fin de cette présentation. L'étude d'incidence est un outil d'orientation pour le promoteur et du projet, puisque sur base des observations et des recommandations que nous pouvons émettre, le promoteur peut éventuellement modifier son projet, en l'occurrence ici, éventuellement le tracé ou la façon de réaliser le projet par la suite. C'est également un outil d'aide à la décision pour les autorités, puisque, comme cela a été évoqué, l'étude d'incidence est une annexe à la demande de permis d'urbanisme ici. Et c'est également un outil d'information pour les citoyens et riverains, comme ce soir ou lors de l'enquête publique dans le cadre de la procédure de demande de permis. Alors, comme je le disais, l'étude s'intéresse à la phase de chantier, donc aux incidences en phase de chantier et en phase d'exploitation. On a déjà décrit juste avant comment se passait le chantier, donc je ne vais pas reprendre les détails que je présente ici. Juste une petite chose, je pense, qui n'a pas été mentionnée, c'est que donc on a des tranchées d'une certaine largeur, des tronçons d'une certaine longueur, et entre chaque tronçon, il y a des jonctions qui sont un peu plus larges que les tranchées où se place la plus grande partie de la liaison. Jonctions où les câbles sont placés un petit peu différemment et jonctions qui sont toujours placées à distance des habitations. Avant de rentrer dans les détails de chaque alternative et du tracé, je reprends ici les incidences du chantier identifiées qui sont plus générales, qu'on va retrouver tant pour la liaison en projet que pour les alternatives. Et ensuite, je présenterai le tracé en projet et les alternatives étudiées en pointant leurs spécificités et leur sensibilité à chacune. Donc, les différents volets balayés en termes d'incidence de chantier, mais au final également en exploitation, mais j'y reviendrai après, sont les volets ou les incidences sur l'air, le sol, le sous-sol, les eaux souterraines ou de surface, le bruit, donc les incidences sur l'environnement sonore, le bruit, les vibrations, sur la mobilité, sur le paysage, les incidences en termes de production de déchets, les incidences sur les milieux biologiques et sur l'être humain, bien entendu. Qui finalement est déjà balayé au travers de certains des thèmes cités juste avant là. Donc, ce qu'on a identifié, c'est que sur l'air, les incidences d'un tel chantier seront principalement l'émission de poussière ou des gaz d'échappement produits par les véhicules et les engins qu'on a évoqués tout à l'heure. Ces incidences seront localisées et temporaires, puisque on l'a vu, le chantier se réalise par tronçon, par zone, et sur des périodes relativement courtes au final pour chaque tronçon. En termes d'incidence sur le sol, sous-sol, eau souterraine et eau de surface, on pourrait avoir des pollutions, mais qui seraient accidentelles en cas de problème avec les véhicules principalement, sachant qu'il n'y a pour ce genre de chantier quasiment pas, voire pas de stockage de produits sur la plus grande part du tracé. Donc les risques sont minimes et maîtrisés du fait de cette organisation et de l'aménagement du chantier. En termes de bruit et vibration, c'est également limité dans le temps et dans l'espace, et c'est perceptible par les riverains les plus proches sur une période limitée principalement à la réalisation des tranchées. Sur la mobilité, on a également un impact limité, toujours du fait de la répartition dans l'espace et dans le temps, et de l'organisation concertée avec les autorités. On verra par ailleurs que pour le projet, les incidences sur la mobilité sont limitées du fait que le projet prend essentiellement place dans des chemins agricoles. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure déjà, en fait, le tracé. Et
dans le bois et sur des voiries éventuellement plus importantes comme la rue de Dour. Quoi qu'il en soit, les impacts sont, comme je le disais, limités du fait d'une organisation permettant d'assurer une mobilité la plus facile possible. Bref, sur le paysage, un chantier a un impact également temporaire et limité puisque les machines sont présentes temporairement. En termes de déchets, pour un chantier comme celui-là, c'est principalement les terres excavées qui représentent la plus grande part de déchets produits, qui représentent des quantités non négligeables, puisque sur 14 km, sur des tranchées d'une largeur d'à peu près 1 mètre et 1,50 m de profondeur en moyenne, ça représente un certain volume de terre, comme on peut l'imaginer. Ces terres sont en partie réutilisées, en partie remises dans les tranchées pour les remettre en état et reboucher les tranchées. L'autre partie devant être évacuée, éliminée ou valorisée selon la législation en vigueur. En l'occurrence, actuellement, c'est l'arrêté terre ou Walter de juillet 2018 qui est en vigueur. Sur les milieux biologiques, en phase de chantier, on a un dérangement, voire une destruction de certains milieux, comme dans le cas du projet, c'est les zones plutôt herbacées le long des chemins agricoles, mais la destruction de milieux est vraiment minime au niveau du bois de Colfontaine. La liaison prendra place dans les allées, donc les destructions sont limitées. Dans certains milieux, on peut avoir une relance de la végétation également, plus dans les zones herbacées. Et pour ce qui concerne la faune, je ne l'ai pas spécialement mentionné ici sur le slide, mais la faune pourra potentiellement et temporairement être dérangée par les machines, mais au vu du tracé, là je vais plus parler du tracé principal proposé par Elia, la faune sera donc temporairement dérangée, mais est une faune se situant à proximité de chemins déjà utilisés par des machines agricoles ou forestières ou des véhicules de tout un chacun, et donc les dérangements sont limités. Et enfin, sur l'être humain, forcément, on a la question de l'air, du bruit, de la mobilité, du paysage que je viens d'évoquer. Mais en plus, peut être aussi évoquée la question de la sécurité, qui est maîtrisée par Elia, ayant l'habitude, et par les entrepreneurs réalisant ce type de chantier, du fait d'une organisation bien cadrée pour assurer la sécurité tant des ouvriers que des riverains. Donc voilà pour ce qui concerne les incidences du chantier. Ensuite, donc le deuxième volet étudié dans une étude d'incidence en général, c'est les incidences en phase d'exploitation. Je ne l'ai pas mentionné ici sur le slide, mais en phase d'exploitation pour un câble souterrain, tous les volets qu'on a évoqués pour la phase de chantier sont également étudiés, mais sont minimes, voire nuls dans le cadre d'un tel projet, puisque on peut facilement l'imaginer qu'une liaison souterraine n'a pas d'impact sur le paysage, n'a pas d'impact en termes de bruit, n'a pas d'impact en termes de mobilité, n'a pas d'impact sur le sol, sur les milieux biologiques, bref, sur tous les volets qu'on a évoqués pour le chantier, ils sont minimes ou nuls. Pour plus de détails, il faudra consulter l'étude pour voir comment ça a été abordé. Mais voilà, ce qui nous intéresse le plus en phase d'exploitation, finalement, c'est vous, c'est le riverain, c'est l'homme. Et donc, la question se pose en termes de sécurité. En phase d'exploitation, les risques en termes de sécurité sont minimes et maîtrisés, puisque, comme cela a déjà été rapidement évoqué, la liaison, à partir du moment et de manière plus concrète, à partir du moment où elle est dans des chemins ou des voiries, la liaison est clairement cartographiée. Elle l'est aussi à partir du moment où on est en champ, mais le risque est plus important. Donc c'est pour ça aussi qu'Elia tente toujours de placer ces liaisons dans des voiries et dans des chemins existants, sauf exception. Et des treillis des sécurités sont placés, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, en phase d'exploitation, ces risques sont minimes.
point qui vous intéresse peut-être le plus parmi tout ce qu'on est en train de raconter ce soir, c'est la question des champs magnétiques. Donc, la question des champs magnétiques est abordée dans une telle étude comme ceci, c'est-à-dire qu'il y a fait une modélisation des champs attendus sur base du courant attendu pour l'installation. Cette évaluation, cette modélisation est vérifiée par l'ICEP, qui est un institut public indépendant et donc du projet, je veux dire, et qui vérifie que les calculs sont corrects et que les distances sont correctes. Donc, la modélisation ici aboutit aux conclusions suivantes. Le schéma ici représente au centre l'axe au-dessus enfin, comme si vous vous situez au-dessus de la liaison. Et puis, vous voyez le mot distance, là, en abscisse. Donc, si vous êtes à 5 mètres ou 10 mètres de la liaison, on voit que les champs diminuent plus ou moins rapidement selon le type de pose de la liaison. Et donc, on voit qu'au droit de la liaison, on est entre 0,75 et 1,25 microtesla, 3,6 au-dessus des jonctions puisque les câbles sont placés différemment. On remarque qu'on est toujours inférieur aux valeurs au niveau de référence de 100 et 200 microtesla, niveau de référence émis par les instances santé internationales comme l'OMS. Et on remarque aussi qu'on est en dessous des 0,4 microtesla, au-delà des 2,5 mètres par rapport à l'axe de la liaison pour les poses de type A, donc où les câbles sont jointifs, et 4 mètres pour les tranchées de type B, c'est-à-dire dans le cas où les câbles sont posés dans des gaines comme dans la rue Guaspen, on l'a évoqué tout à l'heure, où il y a des gaines d'attente pour poser les câbles. En ce qui concerne les spécificités du tracé et des alternatives étudiées, donc je vais les passer le plus rapidement possible en revue maintenant. Donc, on a déjà parlé du tracé en général, du fait qu'il traverse un certain nombre de communes. Ici, je vais peut-être juste pointer le fait que sur les 14 km, 9 km, plus de 9 km du tracé se trouve en zone agricole, 1 km, approximativement 1 km en zone d'habitat, et à peu près 3 km en zone forestière, donc dans le bois de Colfontaine, mais tout cela dans des voiries, donc soit la rue de Dour, soit les allées principales du bois. Donc voilà, c'est de manière à éviter, ce tracé évite en grande partie les agglomérations. Ici, juste un slide pour rapidement poser le cadre en ce qui concerne les milieux naturels classés, pour montrer que le tracé traverse certes le parc naturel des Hauts-Pays, mais aussi le bois de Colfontaine, qui est un site Natura 2000, et déjà introduire un petit peu les alternatives qu'on distingue un petit peu difficilement sur ce slide, mais qu'on verra sur le slide suivant de manière un peu plus claire. C'est en l'occurrence en particulier l'alternative qui emprunte le R5, la nationale 550 et la nationale 545, qui traverse le Natura 2000 de la vallée de la Trouille, enfin le traverse en partie, et frôle à d'autres endroits ce Natura 2000, ainsi que des SGIB, donc sites de grand intérêt biologique, à l'extrémité de l'UR5, qui est une carrière très belle. Alors, j'ai repris quelques illustrations donc photographiques pour pointer un petit peu l'environnement, enfin pour illustrer l'environnement du tracé au niveau du sol, hein, puisque tout à l'heure on était en aérien, et pointer les sensibilités. Donc rue Guaspen ici, à la remontée du poste de Ciply, passage dans une rue habitée où des gaines d'attente sont déjà en place et où le chantier du coup ne devrait plus avoir lieu, hormis une petite recommandation du fait de la pose à un endroit légèrement
trop proche des habitations. Une remarque et une recommandation sont faites en ce sens, enfin pour corriger cela, dans l'étude et recommandations destinées à Elia. Ensuite, donc, on a vu que la liaison empruntait un chemin agricole qui allait traverser les nationales 546, traverser la nationale 546 avant d'aboutir à Gouni. Bouni. J'ai mal prononcé, j'ai fait un lapsus, pour arriver à la rue Notre-Dame de Lorette, dans cette agglomération. Dans les chemins agricoles, il n'y a pas de remarque particulière à faire, pas d'incidence particulière, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça peut même relancer la végétation. Rue Notre-Dame de Lorette, la distance entre les habitations est suffisante de part et d'autre de la voirie pour permettre à Elia de se placer à une distance suffisante pour respecter les 0,4 microtesla. En l'occurrence, la liaison sera placée à quelques 5, voire même 6 mètres des habitations selon les habitations, puisqu'elles ne sont pas placées à même distance de la voirie. Donc, il peut y avoir des petites nuances. Ensuite, encore un chemin agricole, mais pouvant être emprunté par des véhicules normaux, je vais dire, chemin gravillonné qui se situe donc entre Bougny et la nationale 548. Traversée de la nationale 548 à proximité d'une habitation, mais toujours à distance suffisante. À nouveau, un chemin gravillonné entre la 548 et la 543 pour arriver, la 543 étant aussi la rue de la Ronce, où il y a l'entreprise de la Ronce. Ici, placement de la liaison dans le sentier à distance également suffisante, comme on le voit, pour respecter le principe de précaution et en termes de champ magnétique. Pas d'interférence à attendre non plus par rapport aux installations électroniques. Du fait de la distance et des champs magnétiques attendus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ni vis-à-vis des conduites qui se trouvent dans ce chemin ou dans la chaussée Brunehaut qu'on rejoint derrière, dans le sens où le parallélisme entre le projet et les conduites est minime en termes de distance, et donc il n'y a pas de perturbation à attendre selon les spécialistes. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ensuite, la liaison emprunte la chaussée Brunehaut pour aller rejoindre un chemin à nouveau tel que représenté sur le même slide ici, mais que je n'ai pas représenté en photo. Mais voilà, un chemin gravillonné quelconque. Pour arriver, on l'a évoqué tout à l'heure, près du château La Roche, château de Sarre-la-Bruyère, le long de la rue de Lay, qui est également traversée pour aller rejoindre les champs. Ici, une habitation se trouve à proximité de la liaison, mais à quelques 10 mètres du tracé envisagé, et donc à une distance qui permet de respecter tout à fait les champs, les valeurs de référence de champ magnétique, puisqu'à 10 mètres, on est selon le graphe que j'ai présenté juste avant, à 0,1 microtesla. Donc après, on empruntait les champs, comme on l'a vu tout à l'heure, pour aller traverser le sentier de la Motte, à distance également des habitations. Je sais que c'était une inquiétude pour certains d'entre vous, donc là, la distance est tout à fait respectée, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je reviens juste un petit peu en arrière. Par rapport à la traversée des champs et de la vallée, il n'y a pas de la vallée du ruisseau du Pont-Troué ici, il n'y a pas d'inquiétude ou de remarques particulières à émettre. Ensuite, on rejoint la rue de Dour, toujours à distance suffisante des habitations selon le tracé projeté. Placement le long de la rue de Dour à distance des habitations, même si pour certaines elles sont en bordure de voirie, il est prévu, la liaison est prévue de l'autre côté, ou dans tous les cas à distance suffisante des habitations, pas de remarques particulières à ce sujet-là. Ici, on entre dans le bois, toujours par la rue de Dour. Il n'y a pas de remarque particulière par rapport au milieu, parce qu'en bordure de la voirie, les milieux sont de faible qualité. C'est plus quand on rentre dans le bois que la qualité est plus intéressante d'un point de vue biologique. Donc,
pas de remarques particulières sur ce tronçon. On rentre dans le bois par le pavillon des chasseurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Site classé et donc contact pris avec le patrimoine de la région wallonne ou du SPW par Elia. Les autorisations sont en cours de demande. Ensuite, traversée du bois par l'allée centrale pour rejoindre le rond Le Grand, qui est traversée pour poursuivre par l'allée que j'ai intitulée Ouest, donc qui part vers l'ouest pour aller rejoindre la rue Bois-l'Évêque. En ce qui concerne le bois de Colfontaine, les contacts ont été pris avec le DNF, des accords ont été pris pour placer la liaison sous les allées pour éviter d'avoir un impact sur les milieux et les distances sont ainsi suffisantes pour protéger les arbres éventuellement plus intéressants dans le bois et protéger au maximum les milieux. Bien entendu, des forages dirigés seront réalisés dans les points les plus sensibles. Rue Bois-l'Évêque, distance respectée par rapport aux habitations parce que la liaison est placée le long du bois, de la lisière du bois. Poursuite dans la rue, dans la prolongation de la rue Bois-l'Évêque, la liaison prend place toujours le long du bois dans un chemin de terre au-delà de la rue de l'Ermitage, à distance des habitations qu'on ne voit d'ailleurs pas ici sur la photo. Passage à l'arrière de la rue de l'Ermitage et avant de rejoindre la rue Arthur Descamps, à distance des habitations, donc entre l'entreprise Jonker et les habitations. Traversée de la rue Arthur Descamps, passage entre deux habitations largement écartées, donc pas de remarque particulière quant au champ magnétique. Traversée d'une zone d'aménagement communal concerté, donc entre la rue Arthur Descamps et la rue du Grand Passage. Je vous ai mis directement les trois photos qui illustrent la progression du tracé dans cette zone. On passe près de l'école située rue du Grand Passage, mais à distance certaine de la cour de récréation, les bâtiments étant bien plus éloignés de la liaison à ce niveau-là. Traversée de la rue du Grand Passage pour aller rejoindre la zone d'équipement, en l'occurrence ici sportif, donc où on a un stade et un terrain de foot. Traversée du parking et puis longement d'un petit sentier qui mène au terrain de foot, passage derrière le terrain de foot pour aller rejoindre le poste, comme on l'a vu de manière plus claire sur la vue aérienne tout à l'heure. Donc, pas de remarque particulière ici au vu du type d'utilisation et des distances prises. En termes d'alternatives, donc on a l'alternative qui emprunte le R5, la nationale 550 et la nationale 545. Alternative déjà proposée en 2013 qui a d'ailleurs amené Elia à réfléchir sur le type d'installation à prévoir puisqu'à l'époque c'était une liaison aérienne qui était prévue. Et donc suite même à cette proposition, le projet a été revu en souterrain. Maintenant, on va voir pourquoi cette alternative n'a pas pu être retenue. Bon, déjà, j'ai évoqué tout à l'heure la question des Natura 2000, situées le long même traversées par le R5 et longées par le R5 puis la nationale 550. Même chose ici, je vous ai mis des illustrations photographiques. Donc ici, on voit une illustration le long du R5 où on remarque qu'on est en talus sur les abords. Ceci pour aussi expliquer que le placement d'une liaison comme celle-là dans une voirie comme celle-là n'est pas possible techniquement, n'est pas autorisé d'un point de vue administratif aussi par les gestionnaires de telles voiries. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles cette alternative n'a pas pu être retenue par Elia. La liaison aurait dû se placer aux abords du R5, c'est-à-dire dans des talus ou dans des zones agricoles, etc., posant problème d'un point de vue foncier, administratif et technique, puisque placer la liaison dans des talus n'est pas recommandé d'un point de vue
environnementale et sécuritaire. Par ailleurs, on a aussi donc le Natura 2000 qui est également présent aux abords du chemin de fer, qui est coupé par le R5 et qui impliquerait de devoir réaliser un forage dirigé qui devrait commencer dans le Natura 2000, ce qui serait très impactant pour le Natura 2000. Pas le forage dirigé en soi, mais le démarrage du forage dirigé. Et au vu de l'étendue du site Natura 2000, c'était pas envisageable. Même chose sur la nationale 550, où les restrictions sont similaires pour l'installation de liaisons de ce type, et aussi également dû au fait de l'aménagement des abords. La nationale 545, même remarque, même si on pourrait imaginer que ça se place dans les abords. Mais concernant cette alternative, se posait également la question de la finalité entre la nationale 545 et le poste, puisqu'il fallait soit traverser l'agglomération, soit passer par un passage qui avait été suggéré à l'époque par la commune, qui emprunterait un talus situé dans des terrains communaux, puis une zone de parc et un longement de bois. Je crois qu'en faisant comme ça, non, je n'arrive pas à vous montrer. Ce n'est pas grave, mais vous voyez que le triangle vert, c'est une zone forestière qui serait également longée par l'alternative, donc en turquoise. Pour illustrer un petit peu les deux options ici, on voit que le passage dans l'agglomération impliquerait de passer par de nombreuses rues densément habitées, comme ici la rue du Docteur Isabeau ou la rue Sainte-Caroline, qui sont deux parallèles, mais deux options possibles en agglomération. Il faut dire qu'à l'époque, et même aujourd'hui, voilà, c'est un tracé qu'on avait dû imaginer au plus court possible et passant par les rues les moins densément habitées, mais elles le sont malgré tout. Ensuite, la rue du Parc ou la rue de la Libération, la rue du Grand Passage. Ça, c'est l'option par l'agglomération. L'autre option qui était de passer par un terrain privé et puis le talus appartenant à la commune, c'est passer par un terrain privé, mais donc passer entre deux habitations assez proches l'une de l'autre, rue de la Bouvrie, puis passer dans ce fameux talus, mais qui s'avère être un talus particulièrement haut et étroit, qui, vous l'imaginez, au vu de son étroitesse, n'est pas approprié pour la réalisation d'un tel chantier, parce que le chantier pourrait mettre à mal la stabilité du talus. Donc d'un point de vue sécuritaire, plus qu'environnemental, finalement, c'est un problème qui a fait que cette alternative n'a pas pu être retenue par Elia. Ensuite, longement du bois, pas grande remarque par rapport à ça, parce que ce n'est pas un bois ayant des caractéristiques très, très remarquables, c'est juste contraignant d'un point de vue technique légèrement. Cette alternative rejoignait également le sentier de Lierne, également occupé par quelques habitations, et ensuite la rue du Grand Passage pour rejoindre le poste. Autre alternative, mais partielle maintenant. Au niveau de Ciply, on avait une alternative qui proposait d'emprunter le talus, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas ça que je voulais faire. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, placer une liaison dans un talus est un petit peu embêtant d'un point de vue sécuritaire et technique. Par ailleurs, ici, on rappelle que rue Guaspen est déjà équipée des gaines d'attente et donc aucun chantier n'est nécessaire. Autre alternative écartée aussi pour cette même raison est l'alternative qui coupait, c'était ma photo ici, de la rue Guaspen vers le R5 pour passer sous le R5. Alternative représentée en jaune, mais qui n'apportait pas grand intérêt comparativement aux gaines qui sont déjà placées à distance des habitations, qui plus est pour cette dernière part de la rue Guaspen. Voilà, on avait aussi l'alternative de la rue Guaspen, mais qui est devenue le tracé principal. Autre alternative importante étudiée, c'est deux alternatives qui proposaient d'éviter l'agglomération de Bougny. Donc une alternative évoquée dans un courrier qui reliait les deux nationales 546 et 48 à travers champs, mais sans qu'un tracé soit proposé sur carte. Donc nous avons imaginé le tracé le plus direct
à travers champs, et l'alternative représentée en bleu, qui est l'alternative qui empruntait la vallée du ruisseau Waya pour rejoindre le chemin agricole ensuite. Donc, illustration ici de la traversée appelée cross-country Bouni, donc alternative cross-country Bouni, qui traverse simplement les champs. Pas de remarque particulière à ce niveau-là, mis à part le fait que, d'un point de vue sécuritaire, cartographique de la liaison, plus tard, en phase d'exploitation, c'est relativement gênant. En termes d'impact sur les milieux, les impacts sont limités puisqu'on est en champ et pas en milieu de qualité biologique plus élevée. L'alternative, par contre, qui emprunte, qui descend vers la vallée du Waya, donc implique de descendre le long des parcelles et puis de longer le mur de pourtour de la ferme château de Noirchain, je l'appelle comme ça parce que voilà, c'est un mur quand même ancien qui présente une certaine qualité biologique du fait de la végétation y prenant place. Également au niveau de la vallée du Waya qui est rejointe suite à cette descente vers celle-ci, c'est une vallée présentant un caractère biologique intéressant en termes de maillage écologique, c'est-à-dire que ça représente une zone intéressante pour la faune. Ici, une autre illustration le long de ce ruisseau. Également ici. J'espère que pour vous c'est plus clair qu'ici, parce qu'ici c'est un petit peu sombre, mais on voit que la vallée est longée par une végétation relativement dense et intéressante. Je vérifie avant de terminer ici sur l'alternative Waya. Donc cette alternative a été écartée considérant que les sensibilités du milieu, les sensibilités techniques et les potentiels impacts de la réalisation du chantier sur les milieux, comparativement à un passage en voirie, cartographié, sécurisé et à distance suffisante des habitations pour permettre de respecter les normes et les valeurs de référence en termes de champ magnétique. Autre alternative proposée, on en avait une série, je suis désolée, c'est un petit peu long du coup, mais voilà, on a souhaité présenter toutes les alternatives proposées par le passé. On voulait que tout soit complet pour vous et pour les autorités, pour montrer que tout avait bien été étudié. Donc les alternatives de 2015, même si pas rappelés dans vos courriers cette année, enfin en fin 2020, ont été étudiés. Hein. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais c'est pour ça que c'est un petit peu long. Donc ici, sur cette zone de Sarre-la-Bruyère ou à proximité, on a l'alternative La Ronce qui proposait d'éviter le petit sentier passant près de l'entreprise La Ronce, longeant la nationale 543 et puis passant à travers champs. Je pense que les photos ne vont pas gâcher la vue ici. Donc c'est le long de la rue de la Ronce. La suggestion était de prendre place dans le bas-côté. Pas de remarque particulière d'un point de vue technique. Pareil ici, depuis la rue de la Ronce vers la chaussée Brunehaut, à travers champs, pas de remarque particulière, hormis toujours celle concernant la cartographie et la sécurité de la ligne. Mais pas de gain particulier de nouveau par rapport au tracé proposé par Elia, considérant que la distance à l'entreprise La Ronce et les inquiétudes qui pouvaient être émises par rapport à cette habitation et cette entreprise ne sont pas si inquiétantes que ça, dans le sens où les champs sont respectés, la distance est respectée pour minimiser les champs, il n'y aura pas d'interférence à craindre sur les installations électroniques non plus. Autre alternative, pardon, je reviens juste en arrière pour le montrer sur la carte. Il y avait une alternative qui proposait de contourner le parc, enfin la zone de parc du château de la Roche. Le tracé n'était pas proposé dans le courrier, il disait simplement de suivre le pourtour du parc, d'aller rejoindre la nationale 544, de prendre le chemin du Moulin et de rejoindre la vallée
suivi par le projet Elia. Donc on a supposé que c'était la vallée du ruisseau du Pont-Troué, telle que représentée en vert ici. Donc la représentation cartographique, c'était sur base d'un écrit. On a également en rose la proposition de l'époque qui était de prendre le chemin du Moulin vers EJ. Je la détaillerai après celle-là. Ici, illustration du contournement du parc. Chemin du Moulin vers la vallée du Pont-Troué et vue à travers champs vers la vallée du Pont-Troué et en direction du sentier de la Motte. À nouveau, cette alternative nous semblait avoir des incidences et des contraintes techniques et sécuritaires plus importantes que le tracé proposé et traversant simplement la rue de Lehé à distance plus que suffisante de l'habitation pour respecter à nouveau les niveaux de champ magnétique requis. Enfin, j'arrive sur mes dernières alternatives, donc aux alentours du bois de Colle-Fontaine et encore un petit peu de Sarre-la-Bruyère. Donc j'ai évoqué l'alternative chemin du Moulin qui rejoint EJ, sensibilité de cette alternative-là, c'est qu'une fois qu'on a pris le chemin du Moulin, certes, ça évitait Sarre-la-Bruyère, mais il fallait traverser EJ via les rues du centre, la rue Albert, etc. Donc plusieurs rues pour aller rejoindre l'avenue Fénélon et enfin la rue du Grand Passage pour aller rejoindre le poste, donc contraignant et impactant pour un grand nombre de riverains. Comparativement ici en plus au contournement qui a été prévu par Elia. Autre alternative de l'époque, la traversée finalement, c'était une alternative qui ressemble en grande partie au tracé proposé par Elia, qui traversait le bois par son allée centrale et ensuite par l'autre bifurcation, l'autre allée qui part du rond Le Grand, mais qui allait vers la tour du Léburet, située rue Belle-Maison, site classé également, et qui nécessitait donc ensuite d'emprunter la rue Belle-Maison, l'avenue Fénélon et la rue du Grand Passage, que je n'ai pas illustré ici en photo. Voilà, toutes les alternatives qui ont été étudiées et présentées ici ont été comparées dans un tableau comparatif que je reprends ici, mais que je ne détaillerai pas, puisque finalement c'est la synthèse de tout ce que je viens de dire. Mais tableau qui est présenté dans l'étude, dans le chapitre de synthèse et de conclusion de l'étude. Suite à toutes ces observations, cette analyse, un certain nombre de recommandations sont donc posées dans l'étude, principalement concernant le chantier. Un certain nombre de recommandations concernent la préservation des milieux biologiques. Je ne les détaille pas ici. Également, d'autres recommandations quant à la réalisation du chantier de manière générale, donc pour limiter les impacts en termes de poussière, de déchets, impact sur le sol et impact, bien entendu, sur les riverains et en particulier une recommandation en fait quant à la signalisation, l'information, ce qui est prévu, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi une recommandation quant à l'arrêt des engins et des camions, des machines lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, de manière à limiter les impacts en termes de bruit, d'émissions de gaz, etc., pour limiter le dérangement. La conclusion générale de l'étude est donc que, suite à cette analyse, il ressort que le tracé proposé par Elia apparaît tout à fait acceptable lorsque l'on met à la balance toutes les incidences environnementales identifiées et dont j'ai tenté de synthétiser, mais tout en vous donnant un maximum d'informations ce soir, ainsi que les considérations techniques et administratives évoquées également, en mettant également dans la balance les mesures prévues par Elia, complétées de nos recommandations. Si les recommandations sont suivies et les mesures sont respectées, a priori, voilà, le tracé est acceptable. Merci pour votre longue attention. Merci beaucoup, Madame Coulon. Je me permets donc maintenant de revenir à la présentation de Elia pour continuer donc la suite de notre session. Nous arrivons donc à la session questions-réponses. Madame Coulon, vos explications étaient très longues, comme vous l'aviez dit, mais je pense qu'elles ont été aussi très complètes et très bien alimentées aussi par des photographies afin d'avoir un meilleur rendu visuel de
du tracé de la liaison que Elia propose. Il y a quelques questions qui nous parviennent déjà, mais je voudrais, avant même de passer à la session questions-réponses, Christian, que tu nous rappelles pourquoi, au final, cette liaison de Ciply-Pâturage, qui sera donc en souterrain, hein, qui sera donc une liaison souterraine, qui parcourra un chemin de 14 km, pourquoi est-elle si importante? Pourquoi est-ce que Elia mène tous ses efforts afin de faire aboutir ce projet? Donc, voilà. Si tu pouvais faire un tout petit peu le récapitulatif du pourquoi du projet. Donc, mais comme on le disait, donc cette liaison est très, très importante parce que donc, pour l'instant, depuis la disparition finalement de la ligne aérienne qui alimentait et qui courait entre les deux postes de Ciply et de Pâturage, ben voilà, donc on est avec une alimentation donc en 70 kV du poste de Pâturage et Ciply. Et d'autre part, il y a pour l'instant une solution temporaire qui est mise en attente et qui est mise en attente au niveau du réseau de distribution. Donc c'est une alimentation de secours qui prend vraiment le secours du poste de Pâturage, mais qui ne permet aucune expansion pour le futur. Donc elle est complètement temporaire et j'allais dire la moindre augmentation, mais qui peut être graduelle, mais qui peut être soudaine aussi de la consommation ou de l'injection dans le réseau, va faire que le besoin qu'on a présenté de passer en 150 kV les deux postes va se faire de plus en plus pressante. La difficulté, c'est que aujourd'hui, nous en sommes convaincus déjà depuis 2013, mais que le jour où cette demande se fera jour, on n'aura pas le temps de passer rapidement à l'exécution du chantier. Donc, c'est maintenant qu'il faut pouvoir anticiper des besoins que nous savons qu'ils vont arriver. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce petit rappel. On peut passer peut-être aux premières questions qui nous sont déjà posées via le chat. Une toute première question d'ordre assez général, à laquelle je pense que nous avons déjà un peu répondu dans toutes les explications, mais c'est vrai que on peut peut-être la résumer en une réponse globale. Pourquoi, au final, le tracé de la liaison aérienne n'a pas été privilégié pour le câble souterrain? Donc pourquoi est-ce que donc on partait d'une liaison aérienne, hein, comme on l'a dit depuis le début, qui s'étendait sur une longueur de 8,100 km, si mes souvenirs sont bons, hein, et ici on passe, on étudie des alternatives et des alternatives, on l'a vu à maintes reprises, et pourquoi tout simplement ne pas avoir pris le même tracé que celui qui avait été emprunté pour la liaison aérienne? Qui se dévoue pour répondre à cette question? C'est plutôt technique. Alors, Samy Lefebvre, l'ingénieur de projet, je t'en prie. Bah donc, une liaison aérienne, par défaut, c'est aérien. Donc, ça va d'un point A à un point B, ça peut prendre vraiment une ligne droite en surplombant des maisons. Et donc, c'était le cas ici. Il y avait une ancienne liaison qui, au fur et à mesure, l'entité de Framery s'est agrandie, vu que la liaison initiale date de 1932, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, il y a beaucoup de maisons qui sont construites en dessous de la liaison de l'époque. Et donc, si on veut construire un câble, il faudrait que le câble passe à travers un câble souterrain à travers les habitations, ce qui n'est pas envisageable. Et voilà, les rues sont plus densément peuplées, les rues ne sont pas forcément suffisamment larges que pour que le câble passe à travers les rues qui étaient surplombées par la liaison aérienne. Donc c'est pour ça qu'on contourne au maximum possible les agglomérations. D'accord. Et donc c'est surtout les habitations de la commune de Framery au final qui ont été évitées en ne privilégiant pas le tracé aérien comme tu viens de l'expliquer. Je pense que c'était pas la seule entité. Il me semble qu'à Framery, il y avait aussi d'autres entités. Colfontaine aussi. Colfontaine, évidemment, en arrivant au poste de Pâturage.
Il me semble qu'un petit bout de Kévi aussi peut-être qui était concerné. Mais donc on le voit bien quand on reprend les plans que voilà, si on prend la ligne droite, on surplombe vraiment l'ensemble des habitations des quartiers qui sont bâtis maintenant. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse, je pense assez complète. Une autre question qui nous arrive, c'est de l'incompréhension, encore et toujours, sur l'alternative sur le territoire de la commune de Kévi. Kévi est une commune qui est donc traversée par la proposition du tracé de Elia. Nous avons évidemment, et nous l'avons déjà mentionné lors de la RIP du mois de septembre 2020, reçu une demande d'étude d'alternative du tracé par rapport à celui que Elia propose. Ici, donc, on se rend compte que ce tracé n'est pas privilégié et j'ai l'impression qu'à travers les questions que je reçois des personnes qui suivent donc la session, qu'il y a toujours de l'incompréhension, après les explications qu'on vient de donner, sur la raison pour laquelle on ne privilégie pas l'alternative qui, au final, est demandée par la commune de Kévi et qui a donc été étudiée par le bureau SGS et que Madame Coulon a déjà expliqué. Donc voilà, Oui, donc Christian se lance. Je vais répondre, donc au risque de me répéter, probablement les propos mais je pense que c'est important puisque la question revient dans l'étude d'incidence et dans la synthèse qui est faite par le bureau SGS. Donc effectivement, sur Kévi, il y avait deux alternatives qui ont été proposées donc pour contourner l'entité de Bougny. Donc l'entité, quand on parle de l'entité de Bougny, c'est la traversée actuelle qui est proposée par donc la rue Notre-Dame de Lorette. Et donc deux alternatives avaient été proposées, une par les citoyens et une autre appuyée par les autorités communales et également donc par une pétition donc émanant principalement des parents de l'école de Bougny. Donc ces deux alternatives, une a été donc faite et c'est l'alternative qu'a expliqué Madame Coulon, vraiment en passant vraiment à travers le tout, en reliant une nationale vers une autre nationale, donc pour vraiment être en dehors de toute tracé ou matérialisé sur une carte. Donc celle-là a été analysée. Donc comme l'a expliqué Madame Coulon, donc là on privilégie au départ l'implantation dans des chemins agricoles, dans des lignes qui sont déjà établies et cartographiées, donc les routes, les chemins, les sentiers, etc. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, pour une partie, on peut imaginer, mais au départ, c'est ça qui est privilégié. L'autre alternative, c'était celle qu'a expliqué Mme Coulon également, c'est le long du ruisseau. Donc là, on avait l'avantage, si je peux dire, de se trouver par rapport à quelque chose qui est cartographié, c'est le ruisseau du Loira. Mais là, à cet endroit, on a effectivement un milieu biologique qui est jugé plus intéressant que en le comparant par rapport à l'étude, au tracé dans l'assiette de la rue Notre-Dame. Alors, plus intéressant, on pourrait bien se dire pourquoi est-ce que vous privilégiez le milieu biologique, la protection des oiseaux, par rapport à la protection éventuelle de la santé des riverains à la rue Notre-Dame. Qui nous est parvenue aussi. C'est une question qu'on peut se poser, mais à partir du moment où on a respecté les distances nécessaires par rapport aux façades des maisons, que Madame Coulon l'a rappelé, qu'entre les deux maisons de part et d'autre de la rue Notre-Dame-de-Lorette, il y a au minimum 10 mètres, voire jusqu'à 14 mètres entre les deux, que la tranchée étant au milieu, on peut dire qu'il y a au minimum 5 mètres entre la tranchée, entre la liaison et la façade des habitations, ce qui permet à ce moment-là de dire, OK, on peut toujours se dire qu'il y a
un risque éventuel, mais ce risque est pris en compte notamment par l'observance de la distance, et c'est la distance qui est suffisante pour se conformer vraiment à la recommandation du Conseil supérieur de la santé, qui est un organisme fédéral, qui a dit c'est possible qu'il reste un risque. Depuis 30 ans, 40 ans, on fait des recherches en matière épidémiologique et il n'y a toujours pas eu un lien de cause à effet qui a été établi entre la présence d'une liaison ou d'un champ magnétique et l'éventuel impact de santé sur la population. Mais admettons qu'il y ait un risque, et donc le Conseil supérieur de la santé nous dit, si jamais il y a un risque, prenons un principe de précaution, et le principe de précaution, c'est ne dépasser pas le 0,4 microtesla pour à hauteur des façades des maisons. Et donc, en respectant cette distance qui est ici obtenue à 2,50 m des façades, on est complètement, je veux dire, dans la ligne et dans l'observance des règles et des recommandations du Conseil supérieur de la santé. Je pense que donc, il est difficile pour nous d'accepter une alternative alors que nous avons pris l'ensemble des précautions et que nous avons été bien au-delà des recommandations qui nous sont faites. D'accord, très bien. Donc ça répond déjà à une première question et par la même occasion à une autre question qui est parvenue entre-temps qui concernait en effet la rue Notre-Dame de Lorette que Christian tu viens d'aborder où tu viens d'expliquer, juste je me permets de le rappeler, que les distances par rapport aux façades de maisons seront respectées. Est-ce que je me permets de ma propre initiative de poser une question qui je pense pourrait aussi intéresser les riverains? Est-ce qu'on peut affirmer, tu parlais de distance Christian, qu'on respecte dans cette rue bien précise, est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que sur toute la longueur du tracé, donc de 14 km, la liaison est posée à des distances qui respectent les normes en vigueur en termes d'émissions de champs électromagnétiques et le principe de précaution que Elia tend de respecter? Est-ce qu'on peut affirmer que sur les 14 km du tracé, on respecte les distances et les normes en termes d'émissions de champs magnétiques? Je pense que notre ingénieur est mieux placé pour moi pour y répondre. Oui, bah donc oui, clairement toutes les tranchées qu'on va réaliser maintenant vont respecter une distance de 2,50 m quand on pose le câble directement dans le sol, c'est 2,50 m. Quand on place des gaines d'attente, cette distance de sécurité doit augmenter à environ 4,10 m. Et donc toutes les tranchées qu'on va réaliser maintenant dans le cadre du projet seront bien à minimum 2,50 m si le câble est mis directement dans le sol ou 4,10 m des habitations, c'est le minimum et ça ce sera respecté dans toutes les tranchées qu'on va faire dans ce projet. D'accord, merci beaucoup Samy pour cette précision qui je pense, voilà, les champs électromagnétiques est une question qui préoccupe énormément les riverains, pas uniquement dans ce projet-ci mais dans tous les projets de manière générale et ça me permet de passer à la question suivante qui concerne également les champs électromagnétiques mais qui les aborde d'une autre façon. Il y a des riverains qui se posent la question de la dangerosité de champs électromagnétiques lors du passage dans le bois de Colfontaine, par exemple, lorsque le câble sera posé. Donc ici, il n'y a pas vraiment de présence d'habitation, le câble sera posé, et quid donc des passants qui iront se balader dans le bois à l'endroit où donc le câble souterrain sera placé. Est-ce qu'il y a un danger de santé pour ces personnes-là, pour les passants? Mais donc, disons que là, c'est une question qui revient assez régulièrement. Donc, de manière générale, on se dit toujours, ben voilà, quel est l'impact, l'incidence d'un câble, d'une ligne haute tension émettant un champ magnétique sur l'éventuelle dégradation de ma santé. Et donc là, on peut dire que toutes les études qui sont faites depuis des années prennent comme évidemment présupposé
que l'on est en permanence 24 heures sur 24, 365 jours sur l'année, exposé à un champ magnétique. Ça, c'est vraiment la base qui est donc pour je veux dire l'observance donc de l'ensemble donc des études. Et donc ici, on va bien évidemment avoir des personnes qui vont circuler sur donc le dessus de ce câble. Donc rappelons que ce câble il est logé à 1,40 m de profondeur. Oui. Et donc à cet endroit-là, il y a évidemment un champ qui est présent. Ça c'est tout à fait physique. On peut le mesurer. Madame Coulon en a donné donc les valeurs, mais bien évidemment, les gens ne restent pas sur le droit de ce câble, au droit de ce câble, ils sont sur le côté, mais aussi ils ne font que passer au-dessus. Et donc, c'est une exposition non permanente qui n'est évidemment, qui ne peut avoir aucune influence sur la santé des riverains et des passagers. Merci beaucoup, Christian. Il y a une question un peu plus technique que j'essaye donc de maîtriser avant de la poser. Je pense que ce sera plutôt pour Samy, parce que même moi, il y a des éléments qui risqueraient de m'échapper. La question concerne les transfos. La personne voudrait savoir si les transfos dans le poste de pâturage qui seront prévus seront des 70 kV ou des 150 kV. Ok, je suis pas spécialiste. Mais on peut prendre cette question oui, et y répondre aussi plus tard si jamais on n'a pas les réponses techniques pour y répondre. Voilà, on n'est pas. Il y a d'autres personnes qui ont aussi leur domaine d'expertise, qui travaillent sur le projet, qui pourront compléter voilà la réponse que Samy Lefebvre a apportée. Je peux déjà donner un petit élément de réponse. Donc je suis pas spécialiste en termes de transformateur. Moi, je fais vraiment plus des liaisons souterraines. Mais donc, le poste à pâturage sera bien alimenté en 150 kV. Et donc, forcément, il y aura au moins un transformateur qui doit transformer ce 150 kV dans une tension plus petite, qui est celle d'Ores, en l'occurrence, qui est donc le gestionnaire du réseau de distribution. Et donc, il y aura bien un transfo 150-10, ça c'est sûr. Mais ça, c'est logique, étant donné que si on change la tension, forcément, on doit changer le transformateur pour que ce soit encore adapté. Mais ça, c'est logique. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette réponse satisfait la personne qui l'a posée. Et merci beaucoup. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à des questions un peu plus techniques. Et si jamais vous désirez d'avoir plus d'informations sur les transformateurs et en effet les postes à haute tension, n'hésitez pas à nous écrire directement et on répondra évidemment aux questions. Je reçois aussi une petite remarque communication qui me permet de basculer vers la fin de la présentation. La personne nous interpelle par rapport au fait que lorsqu'on communique sur les phases travaux, les phases chantiers, il ne faut pas prévenir uniquement les propriétaires, mais aussi les locataires. Et donc, c'est ce qui est fait lorsque les courriers sont distribués aux riverains avant d'entamer la phase chantier. Les courriers sont distribués vraiment dans les boîtes aux lettres par une personne qui physiquement s'y rend sur place et qui les dépose vraiment dans les boîtes aux lettres. Donc voilà, ça ce sera une promesse qui est déjà tenue par rapport à la communication. On me signale qu'il n'y a plus vraiment de questions qui sont posées dans le chat. Voilà, si jamais vous avez encore des questions par rapport au projet, par rapport au contenu de l'étude, n'hésitez pas à nous les poser via les canaux qu'on a déployés dans le cadre du projet CIPLI Pâturage. Vous avez accès à un numéro de téléphone gratuit 0800 18 002 auquel vous pouvez nous joindre et poser vos questions. Et vous avez aussi accès à Elia via une adresse mail riverain au pluriel @elia.be.
Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire ou à nous téléphoner en cas de questions. Notez également que depuis le début du lancement du projet Cipli Pâturage, il y a une page web qui a été lancée, qui a été dédiée au projet et qui est alimentée avec les actualités. Hein. Donc, au fur et à mesure que des nouvelles étapes, que ce soit dans la procédure légale ou comme ici, hors cadre légal, sont franchies, bien voilà, la page web est mise à jour. Je me permets aussi de rappeler juste que le contenu de l'étude d'incidence sur l'environnement sera consultable durant l'enquête publique pour tout riverain. Et je me permets également de clôturer sur une petite conclusion que la présentation qu'on vient de donner, donc maintenant, et merci de l'avoir suivie en direct, sera publiée sur la même page web dédiée au projet dont je viens de parler à l'instant, dans les plus brefs délais. Donc demain ou plus tard lundi, vous aurez accès à l'enregistrement de cette session, y inclut la partie donc questions-réponses, donc la totalité. Voilà, je voudrais remercier l'équipe Elia d'avoir préparé cette présentation dans ce mode un peu particulier, hein, digital. Voilà, et Madame aussi Delphine Coulon d'avoir très bien alimenté la présentation. Je pense qu'à distance, c'est d'autant plus important d'avoir des éléments visuels qui représentent au mieux le projet. Je vous remercie, je remercie toute l'équipe technique qui nous a aidés ce soir pour la diffusion de cette session. Et je vous remercie également les riverains qui êtes derrière vos ordinateurs et qui avaient donc pendant un peu plus d'1 heure et demie suivi toutes les explications sur le projet et les résultats de l'étude d'incidence sur l'environnement. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Au revoir.